elle subit cela, elle dit, cela dit, le processus du marché dans son travail. Elle voit, de quelque façon, une question sémantique, un problème sémantique, c'est-à-dire que les mots soient détachés du facteur humain. Alors, nous sommes en train de parler de quelque chose qui, à niveau sémantique, est parfois même détaché du tout du facteur humain de l'autre côté on est en train de parler. Et cela pose la question. Les conditions, elle disait, semblent avoir acquis... qui semblait que les conditions sociales qui nous semblaient avoir acquis comme normales, comme données, ce sont des mots maintenant qu'on continue à utiliser sans qu'ils aient plus de signification. Les syndicats, par exemple, ont changé complètement, ont été bouleversés de ce qu'étaient les gens qui travaillaient pour les travailleurs. À revers, maintenant, c'est des centres de pouvoir eux-mêmes autoréférentiels. L'homme, par soi, elle dit, elle a beaucoup plus de chances dans le futur de l'homme, à différence de... D'espérance. Si, d'espérance. Elle a de l'espérance, beaucoup d'espérance, à différence des désespérés que nous étions avant. Elle croit que l'homme en soi-même tend, d'une certaine façon, vers le bien. Et donc, les crises du gouvernement et les vont aboutir à un certain point à un passage à l'humain qui nous rendra une nouvelle convivence et qui réduira les centres de pouvoir pour établir une certaine égalité. De façon que l'humanité, que les hommes, soit tous les hommes et pas seulement les 61 qui auparavant étaient 500 et qui déjà ont diminué, qui ont vraiment tout le pouvoir dans la planète aujourd'hui. Qui possèdent en réalité toute la planète à ce moment-là. Donc il y a 10 ans c'était 500, alors maintenant elle serait déjà... Voilà. Mais à un certain point ça va produire une contrepart. Domande brevi. Sì, io sono bravo a tradurre ma non faccio miracoli. No, perché è stancantissimo. Vabbè, pure io tendo a essere pessimista perché anche le politiche keynesiane, no? Nate alla fine degli anni 20 e che si realizzarono poi negli anni 30, in realtà per arrivare a un successo effettivo ebbero bisogno di una grande catastrofe. Quindi mi chiedo se in questo riprendo il discorso che ha già avviato Carlo. La mia domanda è questa: se, e mi pare del tutto evidente, il modo che ha il sistema capitalistico globale di combattere la crisi in questo momento è quello di alimentarlo, allora mi chiedo qual è il vero obiettivo in questo momento di questo sistema. Mi pare di capire che non è l'obiettivo classico del sistema capitalistico, che è quello di aumentare i profitti, perché una crisi che si alimenta di crisi non mi pare che raggiunga questo obiettivo. Allora non è forse l'obiettivo di cambiare in maniera radicale i rapporti di forza dopo il trentennio d'oro, cioè di una specie di rivincita epocale rispetto al cambiamento dei rapporti di forza che ci furono tra capitale e lavoro in quei famosi 30 anni, a favore, in modo che per alcuni decenni e fino a una prossima catastrofe non si possa avere una revanche del popolo, delle classi subalterne. Questa è la domanda, non so se è chiaro. Alors, vous aviez entendu jusqu'à M. Keynes qui, dans la traduction réaliste de ces théories, la traduction réaliste des théories Keynes ont eu succès seulement après la grande catastrophe du 29. Donc, de quelque façon, c'est la catastrophe qui permet aux théories néo-keynésiennes d'avoir un succès. Maintenant, c'est aussi le combattre la crise. La seule façon de combattre la crise, vous disiez, c'était d'alimenter en même temps la crise. Donc, en effet, c'est un chien qui mord la queue, parce que c'est toujours la crise qui est... Passer la crise, ça signifie avoir des crises, continuer à vous alimenter.
Et pourtant, le système classique qu'il avait étudié, dont il faisait référence, c'est un système qui cherche des profits et non pas des crises qui les détruisent. Donc, alors il demandait comment changer les relations de force après les 30 ans d'or qu'on a eu dans la planète, de certaine façon dans la planète occidentale. Néanmoins, de chercher, à votre avis, comment faire à augmenter l'égalité dans la planète avant de la prochaine catastrophe demandée par Keynes. Aggiungo alla schiera dei pessimisti, Brevissimo. cercando di portare un altro tipo di argomentazione, e cioè c'è un aspetto del neoliberismo che in questa discussione non è stato affrontato. Il neoliberismo ha attaccato anche l'ambiente, no? Cioè, altro aspetto fondamentale della crisi è la distruzione che viene perseguita da parte del neoliberismo dell'ambiente. Rifacendomi un po' alla parte finale del discorso, no? Occorre avere l'ardire di immaginare un altro tipo di società. Secondo me bisogna porsi il problema che sinistra non basta, cioè che a fianco al problema sinistra non basta, perché al fianco al problema di riconquista in qualche modo di un egualitarismo di cui è portatore la sinistra storica, bisogna mettere a fianco il rapporto uomo-natura, quindi pensare a un tipo di economia che non sia l'economia del passato di intervento distruttivo della natura. Direi che bisognerebbe riprendere i discorsi che a partire da Georgescu Raven, il fondatore della bioeconomia, e passando per André Gorz, porre sul piano che chiunque debba pensare un progetto di società altro non può tenere separati questi due elementi. Quoi, penser en dehors d'autres sociétés sans penser encore Si, à votre avis, c'est toujours une question de. À votre avis, donc à votre avis, au niveau de la question de l'environnement, comment faire de quelque façon à créer un nouveau rapport environnement-nature et pour empêcher une économie destructive selon le dicté de, à votre avis toujours, selon ou différemment des dictés de Georgescu, je ne sais pas qui, et M. Gorz. Oui. La suivante. C'était clair aussi. Oui, non, c'est pas ça, ils avaient beaucoup de choses à Oui, Christian. Bonjour. Bonjour. Le néolibéralisme prend sa légitimité politique de la crise. Est-ce que cela peut être possible parce qu'il se raconte comme une technique? Nous ne devons pas critiquer le concept même de la neutralité technique. Le néolibéralisme tente d'attaquer les constitutions européennes. Est-ce que le constitutionnalisme peut être une culture capable de contrer le néolibéralisme? Ah, ok. No, beh, questo sì, insomma. No, dicevo che sostanzialmente il neoliberismo prende la sua legittimità dalla crisi. Può essere possibile che tutto questo avvenga perché lui si racconta come una tecnica, e la tecnica è un fatto neutro, quindi noi dovremmo anche iniziare a criticare il concetto di neutralità della tecnica, perché sostanzialmente perché i governi di destra e di sinistra poi assumono il neoliberismo? Perché raccontandosi come tecnica, essendo neutra, è un fatto che non ha a che fare con la politica. E questa era la prima domanda. E invece la seconda domanda riguardava... la technicisation néolibérale en quelque sorte. Qui Neutraliserait en fait. Parce que la technique c'est neutre. No, mi ha fatto una domanda sulla seconda domanda. La seconda domanda era la questione delle costituzioni, cioè sostanzialmente il neoliberismo oggi sta provando ad attaccare le costituzioni europee. C'era quel documento importante che JP Morgan emanò nel 2013
a maggio 2013 dicendo che i governi dei paesi europei avrebbero dovuto indebolire i propri parlamenti e rafforzare gli esecutivi. In Italia Renzi sta facendo pari pari questo e il governo Monti insomma è stata un'espressione di questo, no? Quindi dicevo, se stanno attaccando le costituzioni, può essere che il costituzionalismo contenga ancora una cultura in grado di contrastare il neoliberismo? Altri vogliono fare domande? Posso? Se di 30 secondi. Di 30 secondi, allora le cancello tutte, le lascio soltanto una. Vabbè, un ringraziamento alla Valle innanzitutto, perché è anche l'organizzatore di questa cosa, perché con i suoi ultimi volumi ha contribuito con Dardot a mistificare a demistificare, scusatemi, l'abito libertario stavo parlando appunto dell'ambito libertario con cui il neoliberismo mistifica la sua natura, appunto, come diceva giustamente Anna Tecnica. La mia domanda è molto veloce. Innanzitutto, usando lei come fondamentale diagnosi Foucaultiana, c'è un elemento che è fondamentale nell'analisi governamentale e biopolitica, e che è l'empowerment e la funzione di empowerment che c'è nell'asse governamentale. E non intendo il biopotere come lo analizza Negri, intendo proprio la tensione all'autogoverno e al governo di sé, che è tipico di questa governamentalità. Quindi la mia domanda è, quali sono le ragioni profonde per cui il neoliberalismo è stato capace di diventare Umwelt? Non può essere soltanto l'ambizione a essere imprenditori di sé, forse c'è qualcosa di più profondo. E la seconda è proprio molto più semplice, se in qualche modo ci può tracciare, anche se mi rendo conto meriterebbe una relazione a parte, quali sono gli autori secondo lui fondamentali per la genesi del neoliberalismo. Nell'asse di studio che io sto facendo, prima che Hayek è importante Coeis, l'economista, no, Coeis, quello del teorema, Coeis, quello del teorema di Coeis. Però appunto è una domanda su quali sono gli autori della genesi, perché è paradossale che noi parliamo di neoliberalismo e gli stessi autori, le stesse teorie e la stessa dimensione neoliberale alle volte dice di non esistere, sono difficili da individuare quali sono gli autori. È paradossale che un pensiero così influente sia così difficile da ricostruire anche nella sua genesi. Là, j'ai vraiment pas compris beaucoup, hein. Donc je m'excuse. Sulla genesi. Puoi ripetere tu per favore la questione della genesi, perché io non ti ho seguito più a un certo punto, perché Quali sono gli autori importanti per la genesi del pensiero neoliberale? alcuni dicono prima, c'est une question bibliographique. Nous demande Une genèse intellectuelle. Sì, une bibliographie de... Non le studi libero. Genèse. Ultima Perché domanda. non ci ho capito più niente a un certo punto. Ultima domanda, se c'è, meglio che non c'è. E 1, e 2, e 3. Ultima domanda, Nicola. Aggiudicata. Nicola, però 30 quindi secondi. non hai bisogno di... Meglio di te. Alors, Lénine a écrit que Lénine a écrit que la métaphysique, que la métaphysique, c'est la représentation du mot sans contradiction. Je crois que l'ordre néolibéral s'est montré comme un ordre sans contradiction. À votre avis, quelle est la contradiction? Est possible trouver à l'intérieur de l'ordre néolibéral une contradiction? Donna perfetta, sintetica. Se c'è una Italiano, contraddizione grazie. se c'è una contraddizione nel mondo neoliberale. C'è una... Lenin dice che la metafisica è la rappresentazione del mondo senza contraddizione. Il biocriticismo e il materialismo storico dice appunto la metafisica è la rappresentazione del mondo senza contraddizione.
Ora, uno dei pericoli è appunto sono le descrizioni di questi ordini senza metterne in evidenza le contraddizioni interne. È possibile dall'interno dell'ordine neoliberale trovare una contraddizione che abbia uno spazio per l'alternativa? Tu devi fare una domanda o io volevo fare un intervista? Ah, dammi un tempo di birra. No. Après, Rodini. d'accord. Quand je serai vraiment complètement épuisé. Après avoir bu du bon vin. D'accord. Ha detto allora. Sì, però te la darò dopo che avrai bevuto del vino, così sarà... che sta distrutto pure lui, no? È stanchissimo. Donc je vais... C'est à moi? Oui. Si, si, mais c'est du bavardage entre les Italiens, c'est normal. D'accord, d'accord. Vous pouvez commencer. D'accord. Alors évidemment, il y a énormément de questions différentes. Sur la première question, sur la dimension des différents systèmes, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse les mettre sur le même plan. L'analyse que je fais, je pense, est assez différente de celle que vous avez proposée. Il me semble que ce qui caractérise aujourd'hui le moment, l'époque, la période dans laquelle nous sommes, c'est que, à défaut, faute d'une riposte, appelons-la progressiste, au néolibéralisme, se développent partout des formes de réponse, on peut le dire ainsi, de réaction, que j'ai appelé ethno-identitaire, qui réactivent des formes anciennes, parfois très anciennes, de collectivité, de communauté, d'origine, de formes d'appartenance, alors qui sont des formes d'appartenance religieuse, des formes d'appartenance nationale, des formes d'appartenance ethnique, qui réactivent des identités qui sont opposées à ce qui paraît être une dissolution générale du monde. Et ces formes de réaction identitaires ou ethno-identitaires ou fondamentalistes, avec des dérives terroristes, donc conduisent en effet à une guerre totale, à un univers de guerre totale qui évidemment ont comme effet de renforcer des formes sécuritaires, des formes parfois totalitaires, en tout cas qui vont contre les logiques de l'état de droit. Et donc c'est pour ça que je pense que la situation est extrêmement dangereuse, parce que d'un côté nous avons le système néolibéral qui est en place, et des formes de réaction finalement qui sont en lutte les unes contre les autres, plus qu'elles ne viennent combattre d'ailleurs le système néolibéral. Et on le voit bien en Europe. La situation européenne est particulièrement intéressante à analyser. C'est-à-dire que le projet européen qui consistait à construire un ordre de la concurrence conduit, avec la politique d'austérité, auquel s'ajoute la crise des réfugiés, la crise actuelle des politiques migratoires totalement impuissantes devant le flux de réfugiés, conduit à une fragmentation tout à fait inédite du paysage européen, avec des apparitions de formes de conflits entre l'Est européen
et l'Ouest, et qui vient se surajouter au conflit de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Et donc, on voit bien que ce qui était impensable il y a encore quelques années, voire quelques mois, est en train d'arriver. C'est-à-dire des possibilités de conflits intra-européens. Et donc, il me semble que ce à quoi nous avons affaire, c'est intra-européens, oui, des formes de conflits intra-européens qui commencent par la fermeture des frontières. Aujourd'hui, l'érection de murs entre les pays, le retour de formes de protectionnisme, etc. etc. Donc, la situation dans laquelle nous sommes me semble être finalement à la fois un système néolibéral très puissant, très fort, auquel répondent donc ces formes, disons, d'ethno-identité, et qui sont d'autant plus virulentes que les formes traditionnelles de mobilisation collective liées à la gauche sont très affaiblies. Et je dirais même que on voit bien, pour parler de la situation que je connais bien en France, on voit bien que le Front National, forme de néofascisme très profondément enraciné dans la tradition fasciste française, ce néofascisme français propose une sorte de version de socialisme national qui prend la place d'une gauche inexistante, une gauche qui n'existe plus. Et donc, il y a donc, vous voyez, une relation étroite entre force du système néolibéral, montée des ethno-identitarismes et effondrement de la gauche sur elle-même. Voilà comment, personnellement, je vois la situation. Effondrement, oui, sur elle-même, de la gauche traditionnelle, une sorte d'effondrement, enfin en tout cas d'affaiblissement très, très prononcé, très accentué. Tutti avete capito, non avete bisogno della traduzione. Inizia tu perché io ti attaccato quando tu hai finito. Allora, non si può, lui risponde alle prime due domande. Microfono. Scusami. Allora, non si può mettere sullo stesso piano tutti quanti i diversi soggetti che esistono in questo momento sul pianeta. Rispetto al momento in cui ci troviamo adesso, a causa della mancanza, però lui rileva che il problema principale che abbiamo è causato dalla mancanza, e l'ha ripetuto 3 volte nel corso del discorso, la mancanza di una risposta da parte delle sinistre del neoliberismo, a cui è delegato praticamente l'unica risposta possibile. E pertanto di fronte a un sistema neoliberista noi abbiamo solamente delle reazioni efficaci di tipo etno-identitaria, questo l'ha ripetuto 3 volte come concetto, che reagiscono attivando forme antiche di collettività o idee di comunità o idee di appartenenza, e quindi riattivano tutta una serie di forze identitarie, ognuna specifica della singola parte storica del pianeta, opposte, che cercano di opporsi alla dissoluzione generale apparente del mondo neoliberista e individualista che abbiamo di fronte. Però sono queste forze che attivano per esempio le forze del terrorismo, e sono queste forze a loro volta che causano le guerre, e questo produce una nuova reazione, che è quella della cancellazione negli stati neoliberisti dello Stato di diritto per poter fare fronte a questa nuova formulazione che è appunto lo scatenamento dei conflitti globali attraverso i meccanismi del terrorismo. Quindi sono una serie di azioni e reazioni molto rapide e che si possono vedere molto meglio qui in Europa, dove diciamo queste forme di reazione identitaria conducono a una guerra totale,
Qual è il loro effetto? È il rafforzamento della logica totalitaria e quindi l'indebolimento, l'annullamento delle logiche dello Stato di diritto e della democrazia. Il sistema neoliberale e le forme di reazione, cioè in Europa abbiamo praticamente un quadro importante per verificare il sistema neoliberale e le forme di reazione al sistema neoliberale. Da un lato il progetto europeo era la creazione dell'ordine della concorrenza, via via poi ha condotto fino alla crisi attuale delle politiche dell'immigrazione che hanno a loro volta condotto una frammentazione dell'Europa fra nord e sud, i paesi dell'est, fino ad arrivare ad uno scenario che solo qualche anno fa era assolutamente impensabile, cioè con conflitti interni all'Europa, con la muri che si stanno costruendo fra i paesi, la blocco che delle frontiere. La situazione attuale è questa: il sistema neoliberale è forte, le istanze etno-identitarie sono delle istanze che sono molto più potenti di quelle della sinistra, che invece è in uno stato di declino grosso, di implosione, si vede questo scenario in Francia è molto chiaro, dove il Front National, quindi un partito con istanze fascisteggianti, prende il posto di una sinistra che non esiste più. La forza del sistema neoliberale aumenta le istanze identitarie e il decadimento affondano le idee di sinistra. Questo è il quadro. Oui, j'en profite pour aborder la question de la contradiction. En réalité, le système concurrentiel qui a été mis en place visait à assurer une cohésion entre pays. Concurrence devait entraîner cohésion. Cohérence. Concurrence et cohérence, en quelque sorte. C'est le modèle de la croyance, cœur de la croyance néolibérale. Cette concurrence devait apporter prospérité, croissance, concurrence, croissance, et assurer la légitimité des institutions politiques. Institutions politiques nationales, institutions, disons, technico-politiques européennes. En réalité, l'échec du projet européen tient à la contradiction du fait que la concurrence, d'une part, n'a pas abouti à la prospérité, à la croissance, etc., qu'on nous promettait jusqu'au début des années 2000. Le Conseil de Lisbonne devait assurer, promettait que l'Europe allait devenir l'économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde à l'horizon 2010. N'oublions jamais ce type de promesse qui a été faite. Et en 2010, cette promesse a été reconduite pour 2020. Donc, la concurrence était à la base, finalement, de la légitimité politique et de la cohérence entre les peuples. Ceci a échoué. Et évidemment, cela tient à la nature même du néo-darwinisme que vous avez évoqué. C'est-à-dire au fait qu'on a pu croire, c'est une très vieille idée, je dirais, qui date d'avant Darwin, on a pu croire que en Europe, la concurrence, le commerce, si je puis dire, allait assurer d'une certaine façon la paix entre les Européens. Car en fait, le problème européen, c'est bien sûr la paix. C'est-à-dire par l'équilibre des forces, d'abord, traité de Westphalie, et puis cet équilibre des forces, on a pu penser qu'il serait établi par la convergence, en tout cas, la convergence en quelque sorte économique des sociétés par la création d'un grand marché. Utopie qui commence au XVIIIe siècle, qui commence dans la période des Lumières. On a pu croire donc l'intérêt économique allait assurer le lien humain entre les Européens et assurer la paix entre les Européens.
en faisant disparaître les conflits, les rapports de force entre les différents pays. Voilà. Et ça, je pense que c'est un problème fondamental. Construire l'Europe sur la base de la concurrence est un des grands fondements de ce qui s'est produit. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une crise majeure dans cette logique proprement libérale d'abord et puis néolibérale ensuite. Et donc, voilà, la grande question qui se pose à nous, c'est comment construire une Europe sur d'autres bases que le néo-darwinisme. Et c'est-à-dire, en gros, comment inventer une Europe qui serait fondée sur le principe, j'appelle le principe du commun. Alors, je pense que c'est un point assez décisif aujourd'hui. Voilà, c'était un complément à la question du néo-darwinisme. Je passerai au... Et puis à la guerre aussi. Excusez-moi, mais... Non, c'est des choses point là. Sono andato più fatiche. Allora, ha risposto adesso a Nicola sulla questione della contraddizione. Allora, il sistema concorrenziale in qualche modo in Europa doveva assicurare la coesione e la coerenza tra paesi e questo era il cuore della credenza del neoliberalismo in qualche modo europeo e dell'idea stessa di comunità europea. La prosperità e in qualche modo anche la crescita dovevano assicurare la legittimità delle istituzioni tecnico-politiche europee. Il loro fallimento dopo il trattato di Lisbona del 2000, che aveva dichiarato che aveva promesso il primato dell'economia europea sulle altre e la sua maggiore elasticità per il 2010 e poi l'ha dovuto sconfessare, riproporre per questo 2020, già sappiamo che non gli eravamo manco stavolta, ha naturalmente causato il fallimento di questa idealità, di questa utopia. La coerenza tra popoli era basata sul concetto di concorrenza neodarwinista, che in qualche modo lui mi ha recitato in questa spiegazione, e in qualche modo era prodotta da un'economia, dal commercio, perché era il commercio che assicurava la pace, e in fondo è la pace il valore più importante ancora oggi della comunità europea. E questo però è una cosa che viene da lontano. Viene per esempio dal concetto di equilibrio delle forze nel patto di Westfalia, che è del 1600 dispari, se non mi ricordo mai dall'altra lezione che ho fatto qui, grazie a Ianiero perché io non lo sapevo, e poi mi studierò anche i Grozzi e Quezzi che avete detto voi. E l'altro punto molto più recente è la convergenza dell'economia tra le varie società, secondo un'utopia che nell'Ottocento tenta di essere realizzata e che è un'idea illuminista. L'interesse economico che assicurava i legami umani tra cittadini di diverse nazionalità, di diverse etnie, di diverse lingue e quindi la pace all'interno dell'Unione Europea scompaiono dal momento che i conflitti non più tradizionali ci sommergono. E questo è fondamentalmente il fallimento dell'utopia fondante la Comunità Europea. Ed è il fallimento di quest'idea portante che causa il problema neoliberista sul quale poi converge lui. La grande questione è come costruire l'Europa su un'altra base diversa da quella appunto del darwinismo. Costruirla, le esortazioni di Laval, su un altro principio che chiama il principio del comune. Oui, alors je vais essayer d'être plus rapide dans les réponses. Oui, pourquoi? Perché lui dice il comune. Lui dice il comune, però qua a Napoli mi sembra che si dice il bene comune. Ah vabbè sì, però il libro suo è del comune. Sì, ma a Napoli lavora la tradizione del comune. Proprio iniziamo una discussione. C'est très compliqué, c'est une affaire très compliquée. Oui, je voulais juste aborder
essayer d'aborder assez rapidement des questions. Bon, il a été plusieurs fois question de catastrophe, d'effondrement. Dans une certaine tradition marxiste, luxembourgiste, etc., au fond, il y avait l'idée que le capitalisme allait connaître un effondrement sur la base de laquelle, si je puis dire, sur la base de laquelle, duquel on pourrait construire une autre société. Marx lui-même a souvent, dans ses échanges, dans ses lettres, expliqué que de la crise sortait la révolution. Crise et révolution. Je pense que nous n'en sommes plus là. Que des catastrophes ou des effondrements ne sortent pas nécessairement le socialisme. Des monstres, précisément, peuvent plutôt sortir des catastrophes. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est justement de cet état de catastrophe permanente. Certains pensaient la révolution permanente, on pourrait parler de catastrophe permanente aujourd'hui. De ce processus de catastrophe permanente sortent plutôt justement des monstruosités. Alors c'est le premier point. Deuxième point, l'abstraction. Un point, là aussi, très important, c'est que dans une tradition marxiste que vous connaissez, finalement, on pourrait dire que le monde capitaliste, c'est un monde qui est dominé par des abstractions, en particulier l'abstraction de la valeur. Ce que, au fond, aujourd'hui, on tente à dire n'est pas tout à fait la même chose. Ce que des analystes très, très différents, Foucault, Polanyi, qui a été évoqué, des historiens, des économistes institutionnalistes, tentent à montrer plutôt que s'il y a bien abstraction, elle est en tout cas produite par des institutions. Par des mesures, par des décisions, par une activité politique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la grande nouveauté, je dirais, théorique depuis Marx, c'est d'avoir insisté sur l'activité de construction du capitalisme. Le capitalisme comme construction, non pas finalement comme une substance qui se déploierait dans l'histoire et qui déterminerait des formes juridiques ou des formes institutionnelles de type superstructure, mais au fond, penser le capitalisme précisément comme un système de règles et d'institutions. Je dis ça parce que c'est très important, parce que ça ouvre des possibilités, justement, d'action, puisque le capitalisme, en tant que système de règles, peut être déréglé par d'autres règles et d'autres institutions, par une transformation institutionnelle, et donc aussi par une activité politique. Bon. C'est un point extrêmement important qui divise les analyses aujourd'hui du monde capitaliste, qui divise, je crois, les gens qui tiennent encore aux vieilles analyses marxistes, qui sont fidèles à ces analyses, et puis ceux qui, je crois, ont une vision différente. Mais c'est un point théorique sur lequel il faudrait évidemment beaucoup de temps enfin, sur lequel il faudrait s'arrêter plus longtemps. Vous voulez juste traduire Allora, la questione di catastrofe e crollo. Nella tradizione marxista l'idea che il capitalismo avrebbe conosciuto un crollo era appunto la base per costruire la società socialista, quindi c'era questo binomio crisi-rivoluzione. Non siamo più là, dalle catastrofi o dai crolli non nasce il socialismo ma nascono mostri. Questione dell'astrazione. Nella tradizione marxista il mondo è dominato dall'astrazione. Foucault, Polanyi, economisti istituzionalisti ritengono che l'astrazione è prodotta da istituzioni e da attività politica. Il capitalismo è diventato una costruzione, non una sostanza che determina la sovrastruttura. Questo è un aspetto importante perché il capitalismo è un sistema di regole, quindi può anche essere deregolato attraverso un nuovo sistema di regole. Questo però è un aspetto che divide marxisti da chi la pensa diversamente, ha bisogno di un approfondimento più ampio. Est-ce que la catastrophe climatique, est-ce que la catastrophe qui se profile du réchauffement climatique et je dirais les perspectives possibles d'un effondrement de l'écosystème
sont des ouvertures, si je puis dire, des leviers possibles de transformation politique importante. Est-ce qu'on peut parier sur le fait d'un sursaut des sociétés, d'un sursaut des populations, d'un réveil politique des populations à partir de la crise climatique? Voilà en tout cas un immense point d'interrogation que je partage sans doute avec vous. D'un certain côté, on peut penser que la rationalité, au sens traditionnel, la raison humaine, des questions de facteurs humains, la raison humaine devrait s'éveiller face à cette catastrophe qui se profile. Mais en même temps, tout ce que nous avons dit sur les transformations de la subjectivité, sur le fait que les individus se transforment, les logiques d'individualisation, les logiques de concurrence entre les individus, les entreprises, les États, les sociétés, etc., laissent entrevoir une anesthésie, une paralysie, une désactivation des possibilités de réaction. Voilà. Le grand danger, pour me résumer, le grand danger du néolibéralisme, c'est le fait qu'il interdit, qu'il empêche, qu'il fait obstacle aux réactions nécessaires, aux réponses nécessaires qui devraient, en toute logique, avoir lieu face aux menaces qui pèsent sur l'humanité. Voilà. Et ça nous renvoie à la question du facteur humain. Facteur humain, oui, mais n'oublions jamais à quel point le néolibéralisme est quelque chose qui vise l'humain, qui touche l'humain, qui vise à transformer l'humain, c'est-à-dire qu'il y a une portée anthropologique. Il était question, une des questions portait sur finalement les courants théoriques, les auteurs qui sont importants. Il y a parmi tous les auteurs des gens qui ont développé une théorie du capital humain qui est à prendre très au sérieux. Car capital humain, ça veut dire que l'homme doit se transformer en capital, doit se vivre comme un capital, doit s'accumuler comme un capital. Une subjectivité transformée en capital. D'où on ne peut plus du tout supposer une sorte de nature humaine qui s'opposerait, par exemple, à l'abstraction financière. À partir du moment où l'humain lui-même est une subjectivité comptable et financière, une unité financière. C'est bien là le vrai danger, je dirais la vraie catastrophe, c'est précisément cette mutation humaine qui se prépare depuis longtemps. J'ai écrit un livre il y a quelques années sur l'homme économique. J'essaye de montrer dans l'homme économique qu'à partir du XVIe et du XVIIe siècle, s'invente une nouvelle figure de l'homme tournée vers le calcul économique, le calcul de maximisation. C'est quelque chose qui émerge au XVIIe siècle et qui a mis énormément de temps, beaucoup de temps, finalement, à se transformer, à s'ancrer dans la réalité, à se diffuser dans la population comme une espèce de culture, en quelque sorte, dans laquelle nous baignons. Donc la question, c'est est-ce que nous pourrons résister à la transformation de l'humain? Voilà. Et ça n'ira pas, sans doute, sans remise en cause du rapport de l'humain à la nature. C'est-à-dire, cet homme économique, qu'est-ce que c'est? C'est un homme économique, qui est un sujet de calcul, qui se donne la nature comme une ressource à exploiter. Et à exploiter, enfin, en tant que propriétaire, jusqu'à l'abus. Hein.
l'usus, le fructus, l'abusus, jusqu'à la destruction de la nature. Dans la logique propriétaire, dans laquelle nous baignons, la logique propriétaire de l'homme économique, il y a de façon intrinsèque, de façon immanente, l'idée selon laquelle la nature est à l'entière disposition de l'humain. Donc, on voit bien que je dirais que le destin de l'humain et de la nature sont totalement liés, et que la vraie révolution, enfin la révolution, si nous arrivons un jour à la faire, et pas seulement à la résistance, la révolution que nous devrons mener, c'est une révolution qui touchera et l'humain et la nature, qui touchera le rapport humain, homme et nature, en tant que, précisément, c'est cette articulation-là qui est en jeu dans la définition économique de l'homme. Parce que la nature est une ressource à exploiter et l'homme est un capital qui s'accumule, qui s'auto-valorise. Marx n'avait pas encore vu. Marx, oui, malgré son génie, il ne pouvait pas encore voir que non seulement le capital, dans sa dynamique construite, allait absorber d'une certaine façon l'ensemble des connaissances, l'ensemble du domaine mondain, enfin du monde. Il n'avait pas totalement en vue, il ne pouvait pas comprendre non plus totalement que les subjectivités elles-mêmes allaient s'intégrer au capital, au point qu'il y aurait une injonction à devenir capital. Et donc, si nous devons travailler